D'armes, il n'y a rien qu'à exécuter son devoir. Dans le devoir, il n'y a pas d'autre chose qu'à faire ce qu'on vous demande de faire. La hiérarchie militaire et le public ont pu apprécier le savoir-faire des recrues, le défilé militaire. Un défilé militaire au pas cadencé, comme pour dire qu'ensemble, on est plus fort et on va plus loin. Ségou Ramata Konaté et Cheikh Tangara pour l'ORTM. L'actualité reste dominée par la situation au Venezuela. Le pays est sans président de la République depuis hier. Les désormais ex-chefs de l'État et son épouse ont été capturés et exfiltrés par les forces américaines. Washington accuse le dirigeant vénézuélien de narcoterrorisme. Bonjour Lassina Keita. Bonjour Brahma Traoré. Nicolas Maduro a passé hier sa première nuit dans une prison à New York, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est la fin chaotique du pouvoir de Nicolas Maduro après des opérations militaires de grande envergure menées par l'armée américaine. L'avion transportant Nicolas Maduro et son épouse a atterri aux États-Unis et un cortège de véhicules a accompagné le président vénézuélien déchu au centre de détention. Oui, il a passé sa première nuit derrière les barreaux. Il devrait être présenté devant la justice pour une première comparution à New York. C'est le bureau du procureur du Sud de New York, Jay Clayton, qui a émis l'acte d'accusation. L'inculpation remonte à 2000 au premier mandat de Donald Trump, mais cet acte a été mis à jour et republié samedi dernier. Nicolas Maduro doit répondre des 4 chefs d'accusation dont les principaux sont le narcoterrorisme et le trafic de cocaïne. Il sera jugé par Alvin Ellenstein, 92 ans, tiré au sort pour trancher ce dossier. La Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de Venezuela a choisi la vice-présidente Delcy Rodriguez pour assumer les fonctions de présidente par intérim en l'absence de Nicolas Maduro. Oui, Lassina Keita, Nicolas Maduro, dont la capture suscite des vives réactions à l'international. Si certains appellent à la libération immédiate du président vénézuélien et son épouse, d'autres dénoncent la violation du droit international par Washington. Avec vous, la synthèse des différentes réactions. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, parle d'un dangereux précédent et dénonce le non-respect du droit international. Même tonalité au niveau de l'Union européenne qui appelle au respect du droit international et rappelle son attachement à une transition démocratique et pacifique au Venezuela. De son côté, la Chine appelle les États-Unis à libérer immédiatement le président Nicolas Maduro. Dans un communiqué, la Russie exhorte les autorités américaines à reconsidérer cette position et à libérer le président légalement élu d'un pays souverain ainsi que son épouse. L'Afrique du Sud qualifie l'intervention américaine d'une violation manifeste de la charte de l'ONU. Le Libéria, membre non permanent du Conseil de sécurité, assure qu'il demandera des mesures et une condamnation des attaques du 3 janvier. Le chef de la diplomatie vénézuélienne affirme avoir multiplié les échanges avec les dirigeants africains. Il évoque des messages de solidarité venus notamment de la Namibie, du Burkina Faso, du Tchad, de l'Angola, du Niger et de la Gambie. Tous se disent attachés au respect de la Charte des Nations Unies et rejettent toute ingérence étrangère, selon le diplomate vénézuélien Brahma Traoré. Merci Lassina Keita pour ce tour d'horizon. Au même moment, en Iran, la colère des manifestants contre le pouvoir ne faiblit pas. La journée d'hier a été marquée par de nombreuses manifestations à travers le pays, avec au moins 3 morts, dont un membre des forces de l'ordre. Selon les médias officiels, plusieurs mosquées ou bâtiments religieux ont été attaqués ou incendiés. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Al-Khamenei, a pris ce samedi la parole en distinguant clairement les commerçants qui ont des revendications légitimes de ceux qu'il qualifie de fauteurs de troupes et agents de l'étranger contre lesquels, dit-il, le pouvoir de l'Iran agira. En attendant, le Royaume-Uni et la France mènent une frappe conjointe en Syrie contre un site souverain et souterrain soupçonné d'être utilisé par le groupe État islamique. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre britannique de la Défense. Une évaluation détaillée est actuellement en cours, mais les premières indications montrent que la cible a été touchée avec succès, a-t-il ajouté. Cette attaque a eu lieu dans les montagnes
du nord de l'ancienne cité de Palmyre dans le centre de la Syrie. Pendant ce temps, en Ukraine, les conseillers à la sécurité nationale de 15 pays alliés se réunissent à Kiev afin d'avancer sur le contour d'un accord cadre en vue de la fin de la guerre avec la Russie. Selon la présidence ukrainienne, les échanges portent sur 3 points, à savoir la reconstruction du pays, la définition d'un cadre de paix jugé véritable par Kiev, ainsi que les garanties de sécurité. Cette rencontre intervient à quelques jours du sommet de la coalition des volontaires prévu le 6 janvier à Paris, en France. Sur le continent, crise diplomatique entre le Niger et le Bénin. Après l'expulsion par Cotonou des 2 fonctionnaires de l'ambassade nigérienne, Niamey riposte en déclarant persona non grata le chargé d'affaires béninois. Avant son départ, le diplomate béninois aurait informé par courrier ses compatriotes vivant au Niger de la cessation des activités de l'ambassade dès le 5 janvier 2026. De la crise diplomatique à la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, la situation reste tendue dans plusieurs localités situées à une dizaine de kilomètres au sud de la ville d'Ouvira dans la province du Sud Kivu. Des nouveaux combats ont opposé hier l'armée congolaise à l'AFC M23. La société civile déplore la destruction de nombreuses infrastructures sanitaires et éducatives à la suite des récents affrontements. Pas d'affrontement au Sénégal, mais les syndicats de la radiodiffusion télévision sénégalaise RTS vont debout contre la direction. Dans un communiqué conjoint, ils dénoncent une dérive managériale au sein de l'entreprise, accusant notamment la direction de népotisme, de conflits d'intérêts, de décisions autoritaires et d'une dégradation des conditions de travail des salariés. Les syndicats interpellent les autorités nationales à réagir. Retour ici à Bamako et posons-nous cette question. L'argent a-t-il eu raison de la vraie fonction des griots? D'un constat presque partagé, beaucoup d'entre eux semblent être plutôt intéressés par les pièces sonnantes et trébuchantes, foulant aux pieds le rôle de ciment qu'ils doivent jouer pour maintenir un climat de paix et de stabilité dans la société, d'où l'apparition d'un nouveau phénomène dénommé griot circonstanciel. C'est l'intitulé du grand format de cette édition signé Soumaou Aïdara. Jadis, les griots étaient considérés comme les maîtres de la parole, les gardiens de la tradition orale, les conservateurs incontestés des coutumes. De nos jours, rares sont les griots qui jouent ce rôle. Certains d'entre eux sont plutôt engagés dans une cause du gain, comme c'est le cas de cet homme qui a voulu garder l'anonymat. On devient griot du côté de son père ou de sa mère. Mais moi, j'ai choisi de l'être car j'ai grandi dans une famille griotte. Parfois, je sors 1, 2 ou 4 fois par semaine pour le baptême et mariage. Dans ces différentes sorties, je peux souvent obtenir jusqu'à 300 000 francs CFA. J'obtiens aussi des chaussures, des habits et des montres. Parmi les griots, il y a ceux qu'on pouvait appeler les griots circonstanciels. La référence est faite à ces personnes qui s'auto-invitent dans des cérémonies sociales. C'est le cas de Nana Kamara qui assiste souvent à des mariages dans le seul but de se faire de l'argent. Je suis venue à ce mariage sans être invitée, mais je n'ai pas le choix. Je cherche du gagne-pain pour pouvoir nourrir mes enfants orphelins de père. Je sors 2 fois par semaine, les jeudis et les dimanches. Je n'ai jamais eu de problème dans une cérémonie où je n'étais pas invitée et je gagne toujours quelque chose. Selon la tradition, chaque famille a son griot ou sa griotte, comme la famille Goïta qui n'est pas contre les griots de circonstances. Dans cette famille, ces griots ne ressortent pas bredouilles d'une cérémonie sociale, bien qu'ils ne soient invités. Salia Goïta et Madame Goïta Bintou Sidibé. Les griots, ils viennent des fois en groupe, en cas de cérémonie à la maison. Des fois, ils viennent 1, 2. Ils sont chaque fois récompensés sur le plan argent. Nous avons une griotte spéciale de famille et c'est elle qui s'occupe de tous nos événements sociaux. Des griots circonstanciels sont présents dans toutes nos cérémonies. On leur donne de l'argent, même si c'est 500 ou 1000 francs CFA, contrairement à notre griotte principale qui est la plus récompensée. Je ne suis pas contre ce que ces griots font parce qu'ils sont à la recherche de leur pain quotidien. Pour la griotte spéciale de la famille Goïta, n'est pas griot qui le veut. La fonction a ses exigences qu'il convient de respecter. Aminata Kouyaté, griotte spéciale de la famille Goïta.
Le rôle d'un griot, c'est de régler les différends qui opposent des frères, des couples, des coépouses, entre autres. Pour moi, c'est une erreur de la part des faux et des griots circonstanciels de faire les louanges d'une personne qu'ils ne connaissent même pas. Ces griots remettent en cause notre rôle réel dans la société. Ils jettent donc un discrédit sur tous les griots, même ceux qui font correctement leur travail. Pour le docteur Amadou Traoré, on est griot mais on ne devient pas griot. Selon ce sociologue, le phénomène est devenu une sorte de mendicité. Djeli, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas une ethnie, mais c'est un groupe social, je dirais même un ordre. Par exemple, on dit en forgeant, on devient forgeron, mais tel n'est pas le cas aussi. Donc il en est de même pour griot aussi. Tout le monde ne peut pas devenir griot du jour au lendemain. Il faut être griot des parents, qui a quand même une source. Et il faut quand même soyez apparenté à cette source pour être griot. Il y a des artistes et d'autres qui font cette activité et parfois de façon éhontée, on va dire ainsi, parce qu'ils n'ont pas honte. Le noble, même s'il est très pauvre, alors il ne fait pas le griot auprès des gens et surtout qu'il ne connaît pas. Donc aujourd'hui, voilà, c'est devenu une sorte de mendicité et appuyé par le forcing afin de leur extorquer de l'argent. Donc moi je considère ça parfois comme de l'escroquerie et ça n'a aucune valeur. Et de préciser que le rôle réel du griot est la consolidation des liens sociaux et familiaux. Il donne un rôle transcendant, donc il faut qu'il est efficace dans la gestion des affaires. Donc tout ce qui est conflit, tout ce qui est question de mariage, tout ce qui est question de développement ou problème dans la société. En définitive, si le rôle des griots est de régler les différends dans la société, aujourd'hui certains en ont juste fait tout simplement une source de revenus. Dans l'actu des sports, CAN Maroc 2025, le Mali rencontre vendredi le Sénégal en quart de finale après sa victoire hier sur la Tunisie en huitième de finale. Cette phase à élimination directe se poursuit ce dimanche avec le choc Maroc-Tanzanie à 16h. Juste après cette rencontre, l'Afrique du Sud et le Cameroun vont se rencontrer à 19h. Plus de détails dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Famourou Djourti. CAN Maroc 2025, le Mali est en quart de finale de la compétition. Évoluant à 10 contre 11 pendant plus de 90 minutes de jeu, les Aigles du Mali éliminent les Aigles de Carthage de la Tunisie au tir au but, 3 tirs réussis contre 2. Le score était d'un but partout après 120 minutes de jeu. Ce succès permet au Mali de rejoindre le Sénégal en quart de finale, son prochain adversaire. Le résumé de la rencontre avec Ousmane Daou, l'un de nos envoyés spéciaux au Maroc. Ce Mali-Tunisie est à l'image des 3 premières sorties des Aigles avec d'abord 4 changements par rapport au 11 de départ. Malgré ces réajustements, le jeu est très débridé et haché avec beaucoup de fautes. Les 17 premières minutes se bouclent avec 2 cartons jaunes de chaque côté. Le Mali est incapable de produire du jeu subissant les attaques tunisiennes. À la 26e minute, les Aigles seront réduits à 10 avec l'expulsion du latéral droit Woyo Koulibaly après une semelle sur un joueur tunisien. Après cette infériorité numérique, le Mali recule pour jouer dans sa moitié de terrain pour contenir la Tunisie et procéder par contre. À ce rythme, on s'achemine à la pause sur le score des 0-0. Une première période apathique sans inspiration, la pire des Aigles dans cette 35e édition de la CAN. En seconde période, le Mali s'enlise dans ses choix avec un encadrement incapable d'apporter des corrections, des joueurs qui peinent à retrouver leur niveau, cantonnés à défendre. Finalement, ce qui devait arriver arriva. La défense malienne cède à la 88e minute. Chaout, en sortie des bancs, marque pour la Tunisie 1-0 pour les Aigles de Carthage. Ce but sonne comme un réveil pour l'encadrement technique malien qui réagit avec un double changement, Gaussou Diakité et El Bilal Touré. Gaussou, pour son premier ballon, dépose un centre sur la main du défenseur tunisien. Penalty pour le Mali, nous sommes dans les arrêts de jeu. La Sinayogo ne trempe pas et égalise pour le Mali son 3e but de la compétition. Après l'arbitre siffle la fin de la partie, une équipe malienne à réaction qui est revenue de très loin dans cette partie avec un mental pour ne rien lâcher. Place aux prolongations, pendant les 30 minutes supplémentaires, aucun but ne sera marqué. Le Mali et la Tunisie, pour le ticket des quarts de finale, vont passer par la séance des tirs au but. Avec un Djiki Diarra en état de grâce au terme de 2 arrêts, le Mali se qualifie pour la suite 3-2 à la séance des tirs au but, à la satisfaction de son sélectionneur Tom Sempi. Chaque joueur qui a joué, commencé ou rentré, a fait un très bon travail. Néné et Lassine a fait un très bon travail ensemble. Après le but, Gaussou Diakité et Bilal, on a 3
4 attaquants avec la signe au pelouse. Cette équipe a fait quelque chose d'unique. Cette qualification, les joueurs maliens sont allés la chercher au mental avec leur trip après un début totalement raté. Cette QV 2025 qui nous fait passer par toutes les émotions n'est pas prête de s'arrêter encore en si bon chemin. Casablanca, Ousmane Daou, Isaac Chenou, Tayeb Adjaouyakoui, Oumar Koungota Traoré, Saïd Mohamed Lamine Diarra pour l'ORTM. Le Sénégal et le Soudan s'affrontaient également ce samedi 3 janvier lors du premier huitième de finale de la CAN 2025. Le Sénégal a pris le meilleur sur le Soudan par 3-1 après avoir encaissé l'ouverture du score. Les Lions de la Teranga affronteront donc les Aigles du Mali en quart de finale. Les rencontres des huitièmes de finale se poursuivent ce dimanche. Le programme prévoit 2 matchs, Maroc-Tanzanie à 16h et Afrique du Sud-Cameroun à 19h. Le Maroc, pays hôte de la compétition, affronte la Tanzanie au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Pays hôte et grand favori du tournoi, le Maroc monte en puissance après un début de compétition jugé poussif. La Tanzanie s'est de son côté invitée en huitième de finale parmi les meilleurs troisièmes. Elle se présente avec un lourd passif face au Maroc, 6 défaites en 7 confrontations. Plus tard dans la soirée à 19h, toujours à Rabat, l'Afrique du Sud et le Cameroun se retrouvent au stade Al-Madina. Une affiche chargée d'histoire, notamment pour le sélectionneur sud-africain Hugo Bross, grand artisan du sacre camerounais en 2017. Qualifié en affichant un visage conquérant dans un groupe F relevé, le Cameroun affronte une Afrique du Sud solide et bien organisée. Les Lions indomptables devront afficher plus de constance que lors de la phase de groupe. Face à eux, une équipe sud-africaine structurée, capable de poser des problèmes tactiques à une formation camerounaise parfois irrégulière. Les huitièmes de finale se poursuivront demain lundi pour prendre fin mardi 6 janvier. Toujours football, cette fois sur le plan local, la 7e journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali prend fin cet après-midi avec 3 matchs. Le Djoliba AC joue contre le FC Malikroa au stade Ouenzen Koulibaly à 16h. Au même moment, le stade malien de Bamako affronte 11 créateurs au stade Mamadou Konaté. La dernière rencontre de la 7e journée mettra aux prises à 18h au stade Ouenzen Koulibaly l'association sportive de Korofina ASCO et l'AS Bakarijan de Baraouli. Ce samedi, le leader l'AS Real de Bamako a chuté devant Binga FC par 1-0. Afrique Football Elite AFE s'est incliné également 2-0 face à l'USFAS. En ouverture, vendredi, Derby Academy et le FC Diarra ont fait match nul 1 but partout. L'US Bougouni a gagné contre l'US Bougouba 1-0. Balle au panier pour terminer, les Lampions se sont éteints sur la phase interligue de basketball organisée à Bamako du 23 décembre 2025 au 1er janvier 2026. Pendant 10 jours de compétition, les équipes championnes des régions et du district de Bamako se sont affrontées avec un seul objectif, décrocher une place en première division. Au terme de cette phase interligue, les équipes qualifiées pour la première division sont chez les messieurs le Djoliba AC et le Koukia de Gao. Chez les dames, le CBAT de Bamako et le centre Bintou Dambélé de Koulikoro. La phase interligue 2025 referme ainsi ses portes, laissant place à de nouvelles ambitions pour la saison à venir. Focus santé. Quand la taille du cordon ombilical dépasse 60 cm, elle pourrait provoquer la mort du bébé si elle n'est pas identifiée à temps. En cause, cette source vitale du fœtus pourrait s'enrouler autour du cou du bébé, rendant l'accouchement difficile. Le Focus Santé de ce dimanche s'intéresse à ces phénomènes avec à la clé des mesures à prendre pour l'éviter. Les explications de Koumba Sissi. Le cordon ombilical joue la fonction de communication entre le placenta et la mère. Il permet d'apporter au fœtus l'oxygène, les nutriments et l'eau dont il a besoin. Ce cordon, pendant la grossesse ou l'accouchement, peut sortir de sa position initiale et s'enrouler autour du cou du bébé ou l'ensemble de son corps. Les facteurs qui provoquent ce phénomène sont nombreux. Professeur Mamadou Keita, gynécologue. Il y a plusieurs situations qui peuvent l'expliquer. Il y a même la longueur même du cordon. Si le cordon est excessivement long, en fonction des mouvements du bébé, il peut s'enrouler autour de la taille. Il y a aussi la position du cordon ombilical sur le placenta. Donc, quand l'insertion est plus proche du bébé, il peut facilement s'enrouler. Donc, c'est les causes les plus habituelles. Il y a aussi la position du placenta par rapport au bébé. Ça, c'est les situations qui peuvent favoriser cette anomalie. Cet enroulement peut être un seul nœud. Ça peut aller souvent à 2 ou 3 nœuds, ou même souvent plus. Souvent, il peut être très lâche. Et souvent, il peut être très serré. Si le circulaire du cordon est découvert tôt, certaines dispositions sont prises pour sauver la vie du bébé. Professeur Mamadou Keita. Si c'est une grossesse qui est à terme, et l'échographie nous dit que l'enroulement est serré, comme s'il va étrangler le nouveau-né. Donc, en ce moment, on ne fait pas rentrer la femme en travail.
Donc on propose une césarienne programmée parce qu'on estime que si c'est trop serré, si le bébé rentre en travail avec ça, il peut continuer à serrer, donc ça peut affecter la vie du bébé. Donc quand il est trop lâche, on peut estimer qu'elle peut accoucher sous surveillance si on a l'information qu'il est lâche, et il arrive des fois effectivement qu'avec un circulaire qui est lâche, on arrive à naître le bébé par les voies naturelles, mais sous une surveillance. Il faut une échographie dans la salle, il faut un appareil pour enregistrer les rythmes cardiaques du bébé pour qu'il n'y ait pas une souffrance fœtale, par exemple. Les complications du circulaire du cordon peuvent affecter le bébé et sa maman. Professeur Mamadou Keita. Quand cet incident n'est pas connu et que le circulaire est serré, ça peut provoquer la mort du bébé dans le ventre de sa maman. Donc si le cordon est trop court et qu'il est effectivement enroulé, si la femme rentre en travail comme ça, il peut arriver que, au fur et à mesure que l'enfant descend, il peut décoller le placenta prématurément et amener des saignements chez la femme qui peut être aussi catastrophique pour la maman. Aujourd'hui, c'est une pathologie que nous pouvons diagnostiquer facilement grâce à l'échographie. Donc, si une femme suit correctement ses consultations prénatales, dans la majeure partie des cas, on peut arriver à diagnostiquer et prendre des mesures appropriées pour qu'elle donne naissance à un enfant qui est tout à fait sain. Pour éviter ce genre de situation, la femme enceinte doit faire au moins 3 échographies. Une pratique qui permet de visualiser non seulement la position du cordon, mais aussi l'état général du fœtus. Merci Koumba Sissé pour ces conseils. On a bien noté des conseils qui mettent d'ailleurs un terme à cette édition, la deuxième de Mali Actualité, qui vous a été servie par Bintou Traoré à la mise en onde, Abdul Aziz Koulibaly à la mise en ligne et au micro Bourama Traoré. Merci à Lassana Keita qui m'a aidé à la préparer. Lassana Keita qui s'installe juste après moi pour la synthèse de l'actualité de la semaine. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous, où que vous soyez.